Je commence. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Je n'ai rien coûté en CO2 puisque mon bureau est à 200 mètres. Mais je suis économiste, personne n'est parfait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes dans la salle ce soir. Alors ma présentation s'intitule One Health, repenser les relations économie humain-nature. Et je vais commencer bille en tête, sans introduction, pour ne pas prendre trop de temps, par vous présenter très succinctement ce qu'on entend par relation humain-nature dans ce que je vais appeler la science économique dominante. Alors, on lui donne plusieurs noms. On dit parfois économie standard, économie mainstream. Pour le dire simplement, l'économie dominante, c'est l'analyse économique qui a comme double référentiel le marché comme mode de régulation, qui serait censé être performant, et la rationalité, qui serait l'apanage de vous et moi. Nous serions capables, grosso modo, de prendre de bonnes décisions économiques. Mais évidemment, je caricature un peu puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, la première question que je voulais poser ce soir, c'était comment l'économie dominante, dont nous ne faisons pas partie au CLERC à Lille, je pense que vous l'avez un petit peu compris, voit la nature et voit la relation entre les humains et la nature. Alors, je considère, mais je ne suis pas le seul, que dans la science économique dominante, la nature est un impensé. C'est-à-dire que la nature n'est pas vraiment pensée dans les modèles classiques, ou on va dire néoclassiques d'économie, sauf chez certains économistes. Mais chez ces économistes, elle est souvent vue comme un handicap, comme un obstacle, ou comme une ressource. Et le deuxième point, la nature est vue souvent comme une ressource naturelle. On parle d'ailleurs d'économie des ressources naturelles, dans l'économie néoclassique ou dominante qui s'est intéressée à la nature, à la dégradation de l'environnement. La nature est aussi vue comme un stock illimité. Il y a beaucoup de modèles très classiques dans lesquels, dans la fonction de production, vous savez, en économie, on a, dans les cours de microéconomie de nos étudiants, on a cette fonction de production avec du capital, du travail, et la nature avait disparu tout simplement de cette fonction de production parce que les économistes considéraient au 18e, 19e et puis une partie du 20e que, ma foi, il n'y avait pas de problème avec la nature. Elle était un stock illimité dans lequel on pouvait puiser sans difficulté. Et la conséquence, c'est que dans ces approches, la nature est un facteur qui est monétarisable et substituable. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des formules mathématiques, mais elle est monétarisable et substituable puisqu'elle est une ressource, on peut la monétariser, on peut lui donner une valeur monétaire pour la comparer avec d'autres, on va dire, formes de capitaux qu'on va utiliser dans la fonction de production, et elle est substituable puisqu'on peut voir la nature se dégrader et la remplacer par du progrès technique, par de la science, par des idées humaines, par une meilleure productivité, etc., etc. Bon, ça, ce n'est pas mon approche. Je fais un pas de côté et je vous présente l'économie hétérodoxe des relations humains, nature, économie. Alors, dans l'économie que j'appelle hétérodoxe, mais mes camarades du CLERC préfèrent économie institutionnaliste, désolé Nicolas, je parle d'économie hétérodoxe, on parle parfois d'économie politique, on parle parfois d'économie institutionnaliste. En tout cas, c'est une économie critique. Alors tout à l'heure, j'entendais critiques sur le capitalisme, a-t-on le droit ou pas? Oui, je pense qu'on peut dire que les économistes hétérodoxes sont critiques sur le capitalisme, en tout cas financiarisé tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été. Donc cette économie hétérodoxe, elle prend le problème dans un autre sens parce qu'elle va considérer en fait que, comme on le voit chez certains auteurs que j'ai mis là sur le slide, elle va considérer que fondamentalement, l'économie est une création humaine, donc elle est imparfaite, puisque vous et moi, nous sommes imparfaits, nous avons des capacités cognitives limitées, donc l'économie est une création humaine. Les humains ont créé l'économie, donc d'une certaine façon, il y a une hiérarchie quand même, même si l'économie nous a un peu dépassés, les humains ont créé l'économie, et les humains sont eux-mêmes enchâssés dans la nature. Alors Karl Polanyi dit encastrés dans la nature, hein, le premier auteur que j'ai mis là. Donc ça veut dire qu'on a une conception, en fait, en économie institutionnaliste ou hétérodoxe, on a une conception qui considère qu'on est plutôt dans une préoccupation de soutenabilité forte. Alors je vous l'explique en une minute. L'idée de la soutenabilité forte qui vient des années 80-90, c'est que la notion de soutenabilité, la notion de développement durable, si vous préférez, sustainable development, la notion de soutenabilité, elle est forte parce qu'on se donne des ambitions importantes de seuil à ne pas dépasser dans la dégradation des ressources. En clair, on rejoint un petit peu
la notion de limite planétaire. Johan Rockström, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Toutes ces figures qui montrent qu'on a dépassé, qu'on est dans le rouge par rapport à cette limite planétaire, sont prises au sérieux dans l'économie institutionnaliste, dans l'économie hétérodoxe, dont un certain nombre d'économistes font partie. Mais il y a, on peut le dire, il y a une bataille théorique, il y a une bataille d'influence, il y a une bataille institutionnelle entre l'économie hétérodoxe d'un côté, qui est, on va dire, dominée mais dynamique, et l'économie standard de l'autre côté, qui est dominante et dominante. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, One Health dans tout ça, à ne pas confondre avec One Love de Bob Marley, que j'aime beaucoup, mais je ne vous parlerai que, c'est un petit clin d'œil, excusez-moi pour cette petite digression. Alors, One Health et les modèles économiques. One Health dans tout ça. Alors, One Health, c'est comme un totem de communication. Hein. C'est une création institutionnelle qui est ambiguë, un peu comme la notion de développement durable. Et en fait, ce n'est pas nouveau parce que Hippocrate, alors j'ai mis ici Hippocrate, un médecin grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, pour ceux qui sont dans la culture judéo-chrétienne, Hippocrate parlait déjà des relations entre nature, médecine, santé. Donc ce n'est pas nouveau cette histoire. Hein. One Health, officiellement, s'est inauguré en 2004 lors d'un symposium. Et dans ce symposium, effectivement, principe de Manhattan, on dit pour la première fois, on va l'appeler comme ça, institutionnellement, il faut regarder les interactions entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale, c'est-à-dire la qualité de l'environnement. Et puis après, ça se transforme en une alliance tripartite entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMSA, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, et quoi ? Et la FAO, pardon, l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation. Ensuite, ça a été rejoint par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc c'est devenu un accord quadripartite. Mais donc, on peut dire One Health n'est pas une invention scientifique, c'est une invention institutionnelle. Et en fait, les chercheurs réfléchissaient déjà bien avant ça aux interactions entre santé humaine, santé animale, économie, environnement, etc. Donc, moi, j'ai mis un schéma comme ça qui vaut ce qu'il vaut, mais pour vous représenter les choses très simplement, il y a un parallèle à faire entre développement durable, développement soutenable d'un côté, One Health de l'autre, parce que le développement durable résonne en 3 sphères, économique, sociale, environnementale. Il est supposé développer harmonieusement les 3 sphères, si c'est possible. One Health est supposé étudier les interactions dynamiques ou régressives entre la santé animale, l'environnement et la santé humaine. Tout est lié, pour dire les choses extrêmement simplement. Alors, c'est pour ça que je considère souvent que One Health, sur le papier en tout cas, c'est une approche qu'on peut qualifier de soutenabilité forte. Donc, vous voyez, une approche qui va considérer que la notion de développement durable dépasse la simple croyance en des progrès techniques qui sauveraient l'humanité. Vous voyez, on n'est pas dans une logique de technologie verte quand on raisonne en soutenabilité forte. On est plutôt dans une logique de changement du système. Et on dit le génie humain ne suffira pas à rendre, disons, la société soutenable ou l'environnement soutenable. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire à première vue, mais seulement à première vue, chez One Health, il y a des points communs avec cette soutenabilité forte, puisqu'on est dans l'idée qu'il y a des interactions entre des sphères, santé humaine, santé animale, environnement. Alors, ça peut vous faire penser à la Covid-19, à la variole du singe, à toutes les maladies infectieuses, finalement, au nord et au sud, où on voit bien que la dégradation environnementale joue directement sur la santé humaine ou indirectement via la destruction de certaines flores qui vont rapprocher les animaux des humains. Vous connaissez toute cette histoire. Aujourd'hui, on est à peu près au carré là-dessus. Bon. Mais One Health, c'est aussi l'idée d'irréversibilité. Hein. C'est-à-dire que si la déforestation en Asie du Sud-Est pour créer des plantations de palmiers à huile va réduire la biodiversité, forcément, c'est un obstacle aux épidémies qui disparaissent, et c'est la porte ouverte à des problèmes de santé humaine via les animaux qui eux-mêmes vont souffrir de cette déforestation puisqu'ils n'auront plus leur habitat naturel. Donc il y a des seuils d'irréversibilité croisés. Je vois des gens qui froncent les sourcils, soit je ne suis pas clair, soit ça les rend tristes, mais en tout cas, voilà un petit peu l'histoire. Je blague, je blague. Alors, c'est aussi une conception systémique, c'est-à-dire dans One Health, on n'est pas seulement dans l'idée, il faut des politiques qui à la fois fassent de la préservation environnementale, fassent de la santé publique et fassent du vétérinaire. On doit joindre les 3 pour créer des synergies, tout un programme. Bon, alors maintenant,
est-ce que ça existe vraiment, hein, cette notion de One Health? Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui se qualifient de One Health. Il y en a moins qui font vraiment du One Health. Au nord, là, j'ai mis l'exemple de Présode, qui est une initiative de coopération, de recherche entre des laboratoires ici francophones, mais c'est une initiative qui a pris une tournure internationale. On est plutôt dans une initiative de progrès dans la compréhension de ces interactions santé humaine, santé animale, environnement. Alors moi, je connais un peu mieux les initiatives en Afrique, puisque je suis économiste du développement, désolé pour le mot, hein, économiste des Suds, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives en Afrique, effectivement, qui sont dans le One Health. Alors, j'ai mis l'exemple du projet Tielal au Sénégal, qui est un projet intéressant parce que ça part de la base, c'est l'idée que les communautés agricoles doivent mieux gérer, disons, leurs relations avec les engrais chimiques, avec les animaux, pour créer des cercles vertueux pour éviter les maladies. Je le dis vraiment de façon extrêmement simplifiée. Alors, ce qu'il faut savoir quand même sur le cas africain, c'est que, évidemment, les pays sont incités à faire du One Health, parce que maintenant, quasiment tous les financements pour obtenir des fonds pour faire de l'aide au développement comportent ou doivent comporter un volet One Health pour faire plaisir aux bailleurs de fonds. Vous voyez, c'est aussi une histoire quand même de mode, hein. Les modes se succèdent. Aujourd'hui, la mode, c'est One Health. Si un doctorant veut de l'argent, je lui donne comme idée, faites une thèse sur One Health en économie. Ça peut permettre de capter une ressource financière. Donc, il y a deux tendances contradictoires, vous voyez, qui perdurent quand même. Il y a la poursuite du business as usual, on le voit en Afrique et en France. Hein, on est toujours dans des, disons, logiques croissancistes, la recherche de croissance, ça a été dit très bien tout à l'heure en début d'après-midi. Et puis, de l'autre côté, sur le terrain, c'est ça qui est un peu paradoxal, on voit des tas d'initiatives, des micro-projets locaux ou nationaux qui peuvent être brevetés One Health sans toujours le chercher, mais qui en tout cas cherchent à construire des alternatives fondées sur une meilleure appropriation des relations humains, économie, nature, environnement, etc. Alors maintenant, il faut quand même... Il me reste combien de temps, Nicolas, s'il te plaît? Merci. Il faut quand même regarder les choses de façon un peu distanciée. Là, j'ai presque fait une présentation comme si j'étais le VRP de One Health. Presque, hein. Pas tout à fait quand même. Bon. Alors, les travaux que j'ai menés depuis 2 ans s'intéressent plutôt à ça, à la place des économistes dans cette histoire de One Health, comment les économistes sont convoqués, comment les économistes s'inscrivent dans cette question de One Health. Il n'y en a pas beaucoup, finalement. Et donc, ce que j'ai constaté, moi, à travers une revue documentaire, une revue de littérature, une étude des cas d'application de One Health, c'est plusieurs, on pourrait dire, plusieurs problèmes. Et essentiellement, ces problèmes tiennent autour du fait que la façon dont One Health est appliquée reste extrêmement cloisonnée, alors que One Health demande justement de décloisonner les disciplines, les projets, les programmes, etc. Alors je le fais en plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on voit bien dans les expériences One Health au nord et au sud, plutôt au sud pour moi, et on voit bien dans les travaux académiques également sur One Health, que c'est une approche qui reste focalisée sur les maladies infectieuses, sur la santé animale et sur les sciences dures. Autrement dit, la place des sciences sociales, sociologie, anthropologie, économie, géographie dans cette affaire n'est pas très claire et semble un petit peu marginale quand même. Alors là, je vous ai mis quelques détails, effectivement. Priorité aux maladies infectieuses dans les programmes One Health, notamment au Sud. Il ne faut pas s'en étonner. Ce sont des pays avec des pandémies, des épidémies qui reviennent assez régulièrement. Donc forcément, ce qui préoccupe les pouvoirs publics, c'est les zoonoses, c'est la transmission de maladies entre les animaux et les humains. Voilà. Alors, d'autre part, une attention très forte qui est consacrée au lien entre santé animale et humaine et beaucoup moins à l'environnement. C'est-à-dire que dans les programmes One Health et dans les recherches sur One Health, on voit beaucoup plus de programmes qui vont être concentrés sur comment les animaux transmettent des virus aux humains. On voit moins de programmes sur comment les humains transmettent des virus aux animaux. Ça, bizarrement, ça disparaît du champ de la recherche. Et on voit très peu de choses sur le rôle de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage très faible de travaux qui vont introduire vraiment l'environnement comme variable déterminante, sérieusement prise en compte, ce qui peut paraître tout à fait étonnant parce que finalement, on voit bien
et ça fait l'objet de toute l'économie politique, de la soutenabilité, de l'environnement, du développement durable, on voit bien que l'économie et la recherche de croissance créent des problèmes environnementaux qui créent des problèmes de santé humaine. Ça paraît assez évident finalement aujourd'hui, en tout cas c'est assez bien documenté. Et pourtant, les travaux de recherche spécifiques sur One Health ciblent très peu l'environnement comme variable déterminante. Donc ça, c'est un premier problème à mon sens. Il y a un deuxième problème, vous allez me dire, je suis un peu parti pris, puisque je me considère comme un économiste hétérodoxe. Je pourrais vous redéfinir ça plus tard. Mais en tout cas, il y a une place très limitée de l'économie que je qualifie d'hétérodoxe. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, mais pour le dire là encore très simplement, les sciences sociales sont peu mobilisées dans One Health, qui est plutôt trusté par les sciences dures. D'accord ? Ensuite, l'économie, quand elle est mobilisée dans les programmes et dans les travaux de recherche, elle est plutôt considérée comme un outil additionnel qui va, disons, donner de la légitimité scientifique, puisque les économistes, justement, vont essayer de trouver des modes de calcul, vont essayer de montrer que mieux s'occuper des animaux va permettre de sauver des vies humaines. Et donc, ils vont faire des calculs économiques, je parle de l'économie dominante, ils vont faire des calculs économiques par rapport à ça. Et donc, finalement, les travaux des économistes dans One Health sont peu utilisés comme outils d'analyse systémique. Et là, je voudrais en venir justement au point suivant, parce que j'ai envie de dire, je vais parler comme un économiste, la valeur ajoutée des économistes hétérodoxes, c'est de proposer des cas d'analyse systémique et non pas verticaux, cloisonnés, monétarisés. Mais j'y reviens dans un petit instant. Et donc, ce que j'ai pu voir aussi dans la littérature, c'est que les évaluations faites One Health, parce que One Health est très évalué. One Health, c'est une notion qui, disons, amène à évaluer les résultats. Forcément, si on crée des programmes transversaux, on veut évaluer leurs résultats. Et donc, les évaluations sont dominées par la méthode coût-bénéfice. Alors, très simplement, en économie, la méthode coût-bénéfice, c'est un peu le monopole de l'économie standard, l'économie dominante, et ça considère qu'on peut monétariser à la fois le coût d'une politique One Health et ses gains en termes de vie sauvée monétarisables. On va monétariser la valeur de la vie humaine. Et oui, certains économistes le font. Et donc ces travaux sont, là j'ai cité, je parle notamment d'un document de référence de la Banque mondiale en 2018 qui s'intitule carrément One Health Economics. On veut créer un nouveau domaine qui est l'économie du One Health. Et donc là-dedans, on voit bien que l'idée, c'est quand même qu'on est capable de tout mesurer, de tout calculer et de montrer que One Health est coût bénéfique, engendre des bénéfices supérieurs au coût. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais je ne vais pas tous les lister. Je vais vous les laisser lire si vous voulez. Puis comme c'est apparemment filmé, vous pourrez regarder la vidéo pour les voir dans le détail. Mais en tout cas, voilà, les exemples que j'ai donnés qui sont tirés de ce rapport, vraiment un document de référence de la Banque mondiale. Quand on fait du One Health en économie, il faut absolument avoir lu ça si on veut être considéré comme légitime. Vous voyez que les exemples que je donne montrent que pour la Banque mondiale, One Health peut être évalué en coût-bénéfice et va être utilisé plutôt à budget donné. Vous voyez, on ne va pas se poser la question, va-t-on augmenter les budgets consacrés à One Health, à la santé publique? On va rationaliser d'emblée en disant le budget est limité, où est-ce qu'on fait des économies? Et donc, réunissons les personnels de différents ministères, tiens, c'est une aubaine, réduisons les coûts et sauvons autant de vies, voire plus. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau si on sauve plus de vies, mais d'abord, l'enjeu est un enjeu économique de rationalisation. C'est, de mon point de vue, pas tout à fait l'esprit de One Health, mais c'est comme ça que c'est considéré dans les travaux d'économie standard ou dominante. Et donc, on peut s'interroger, le commentaire que j'en ferai, c'est qu'on peut s'interroger sur la portée réelle de ces évaluations, puisque, effectivement, on va raisonner sur une enveloppe de ressources, on va raisonner sur de la rationalisation, et on ne va pas raisonner sur comment on fait jouer les synergies, comment on fait évoluer le système de santé publique pour faire des synergies entre des déterminants indirects de la santé, environnement, vulnérabilité, pauvreté, santé animale, pour démultiplier les effets positifs. Ce n'est pas comme ça que c'est conçu dans les calculs coût-bénéfice, parce que tout simplement, ça ne peut pas véritablement être conçu. Comme ça, les calculs coût-bénéfice raisonnent sur un secteur, une unité, et One Health, c'est du multisectoriel et du multi-unité. Voilà, il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Voilà.
5e point qui est plutôt une porte d'entrée vers ce vers quoi j'aimerais qu'on tende, mais bon, je ne suis qu'un modeste représentant des économistes hétérodoxes. Voilà, quelques perspectives pour que l'économie hétérodoxe contribue beaucoup plus à One Health, en tout cas à la critique sur l'approche dominante de One Health qui reste cloisonnée. D'abord, dans l'économie hétérodoxe, il y a une critique très forte sur le tout monétaire, sur l'évaluation qui est strictement monétaire. On cherche plutôt à multiplier les indicateurs quanti-quali, et donc on cherche à avoir des approches qui vont être beaucoup plus dans un pluralisme méthodologique que dans une monodiscipline méthodologique. Ça, c'est un premier point qui est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint les mouvements hétérodoxes en économie du développement durable, comme l'économie écologique, mais plutôt la socio-économie écologique d'ailleurs, ou l'économie des communs, pour lesquels on a effectivement beaucoup d'affinités quand on est dans l'économie hétérodoxe. Deuxième idée, alors dans One Health, il y a la question quand même des silos, c'est-à-dire il y a la question, mais comment on fait pour que ces trois composantes jouant sur la santé humaine, ou ces trois composantes que sont santé humaine, santé animale et environnement, puissent sortir de leur silo institutionnellement. Or ça, c'est l'un des sujets principaux de l'économie hétérodoxe, c'est de proposer des modèles, notamment liés à des questions de complémentarité entre les institutions, avec quand même derrière l'idée qu'une institution n'est jamais optimale. L'optimalité n'existe pas en économie hétérodoxe, mais une institution n'est pas optimale. Par contre, ce qui peut être satisfaisant, c'est des bonnes complémentarités institutionnelles, c'est une meilleure coopération entre les institutions, marchandes, non marchandes, publiques, privées, qui travaillent, qui ont un effet, disons, sur la santé humaine. Dernier point, de fait, il y a beaucoup d'expériences économiques que je qualifierais d'hétérodoxes One Health. Mais évidemment, dans leur projet, il ne sera pas marqué « nous sommes des économistes hétérodoxes du One Health ». Il ne sera même pas marqué One Health. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je constate sur mes terrains africains, c'est qu'il y a de multiples expériences qu'on pourrait qualifier de One Health et qui ne sont d'ailleurs pas financées par l'État, la Banque mondiale, etc. Alors, au Bénin, la ferme Songhai, c'est de l'agroécologie. Ça essaie de combiner préservation de l'environnement. J'ai mis une photo d'ailleurs. Voilà, ça c'est la ferme Songhai au Bénin, à Porto Novo. C'est étonnant parce qu'on représente souvent l'agriculture en Afrique comme quelque chose de totalement déshérité, totalement désorganisé, etc. Et là, c'est hyper organisé et c'est véritablement un processus d'agroécologie générateur de revenus locaux avec du circuit court, etc., etc. Donc il y a l'agroécologie. Il existe de l'agroécologie sur les terrains africains. Forcément, ça crée des synergies positives entre environnement, santé animale et santé humaine. Et puis j'ai mis d'autres exemples. Les monnaies locales, il en existe aussi. L'économie circulaire radicale, je pourrais développer ce que j'entends par économie circulaire radicale, les transports collectifs urbains, la dénumérisation du quotidien, la gestion locale des ressources, etc., etc. Alors pour ne pas vous prendre trop de temps, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et de ne pas être parti quand j'ai dit que j'étais économiste. Conclusion. Alors, One Health, je trouve que c'est un concept intéressant. Il revient à une idée fondamentale qui est que tout est lié. Vous allez me dire, on enfonce une porte ouverte, mais quand même, chez beaucoup d'économistes, cette porte, elle est fermée. D'accord ? Donc, je trouve ça intéressant. Deuxièmement, les zoonoses sont un exemple flagrant de pertinence de One Health, mais en fait, bien avant les zoonoses, on peut considérer que la dégradation de la nature joue sur la dégradation de la santé humaine, y compris pour les maladies non infectieuses. On s'est peut-être un peu trop focalisé sur les maladies infectieuses qui ont leur importance, mais dans les pays du Sud, les maladies non infectieuses sont devenues des maladies extrêmement courantes, hein, diabète, hypertension artérielle, cancer, qui sont liées aussi à l'urbanisation et au changement de mode de vie. Et enfin, c'est quand même un concept difficile à appliquer, c'est ce que j'ai constaté, parce que d'abord, il y a une difficulté à faire coopérer spontanément des structures qui chacune ne veulent pas donner leur pouvoir aux autres. Donc les différents ministères d'un pays ont du mal à coopérer ensemble parce que quand on est au ministère 2, on a le pouvoir du ministère 2, on n'a pas forcément envie de partager avec les autres instances. Et deuxièmement, à l'échelle de la gouvernance mondiale, là aussi je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je rappelle simplement que les expériences en santé publique internationale sont dans leur grande majorité assez calamiteuses quand même. Et donc, on peut considérer qu'il n'existe pas une gouvernance mondiale de la santé et qu'il n'existe encore moins une gouvernance mondiale de One Health et que là, les intérêts privés ont
on comprend de qui je parle, sont évidemment en général privilégiés. Je vous ai mis une petite bibliographie. Il y a un podcast qui va sortir le mois prochain, Fresque, où je parle pendant 30 minutes de One Health. Ce n'est pas encore sorti. Là, c'est que du teasing, puisque ce n'est pas encore publié. L'ouvrage que j'ai coordonné sur les insoutenabilités parle de ça aussi. C'est à paraître aux éditions du Septentrion. L'article de Mondes en développement est à paraître. Je ne vous parle que de trucs à paraître. Ce qui est paru, c'est Sabine Duhamel. C'est facile à télécharger sur Internet. Et je vous remercie.